bienvenue à tous. Ce soir, nous parlons de formation maritime. Et... Ah, faut peut-être le... Non, je crois que c'est Nous l'ordinateur. parlons de formation maritime, des évolutions dans la formation maritime et puis des réformes en cours. Donc, pour nous en parler, nous avons invité ce soir deux personnes, Ça y est, c'est deux revenu. spécialistes en tout cas. Donc, messieurs Pierre-Yves Larieux, donc la personne qui s'assoit là, juste, donc qui est chargé de mission auprès de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. Et puis monsieur Michel Percelet, qui est directeur du lycée professionnel maritime et aquacole d'Etel, et qui est membre du conseil supérieur de la formation professionnelle maritime. Donc vous avez 3 quarts d'heure pour présenter ces diverses formations maritimes, leurs évolutions, et ensuite il restera 3 quarts d'heure, à peu près, une demi-heure, 3 quarts d'heure, pour les échanges avec les personnes présentes. Merci. Bien, donc je vais commencer. Tout d'abord, je tenais à remercier Madame Petit de nous avoir invités, parce que c'est toujours avec plaisir que nous nous déplaçons pour représenter l'enseignement maritime, l'enseignement professionnel maritime. Et donc, nous allons nous présenter une présentation sur les formations maritimes et leurs évolutions. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser quand même à ce qui est à la base de la formation et l'enseignement maritime, à savoir l'emploi. C'est-à-dire que lorsque l'on forme quelqu'un, en particulier en matière de formation professionnelle, on le forme pour qu'il puisse trouver un emploi. Donc je commencerai par vous présenter quelques données relatives à l'emploi maritime d'aujourd'hui. Puis nous vous parlerons de l'état actuel du système de formation maritime, tant parmi les diplômes présentés, les formations, que les établissements d'enseignement. Et enfin, nous finirons sur les évolutions en cours et les perspectives d'évolution future. Alors, des formations maritimes, pour quels emplois? Eh bien, les emplois sont, on va le dire, très divers, puisque lorsque l'on parle de formation maritime, on parle non seulement de la navigation au commerce, navigation traditionnelle au long cours, cabotage, mais aussi plus récemment travaux en mer, que de la navigation à la pêche, de la navigation à la plaisance, et la plaisance, ce n'est pas seulement les voiliers qui sortent le week-end et qui restent à quai en semaine, c'est aussi la plaisance professionnelle avec les grands yachts, les cultures marines, et d'une manière générale, tous les besoins liés à l'économie maritime, et je tiens à le préciser, y compris à terre. Puisque je vais prendre un petit exemple tout simple, nous sommes ici dans une capitainerie, je crois. Voilà, au-dessus, et bien donc les officiers de port, généralement, sont d'anciens marins et participent à l'économie maritime. Donc de ce fait, ils ont reçu une formation maritime eux aussi. Alors, quelques données relatives à l'emploi maritime. Donc, je ne vais pas vous commenter l'intégralité du graphique. On remarquera juste qu'après une certaine chute du nombre d'emplois, on va dire, au début des années 2000, et bien depuis, on est entré dans une certaine forme de stagnation. Ce qu'on peut remarquer, c'est que en bleu, donc, on a donc les emplois liés aux pêches et aux cultures marines, et en rouge au commerce. Eh bien, on s'aperçoit que les plus nombreux ne sont pas forcément ceux que l'on croit. À savoir que lorsque l'on parle de formation maritime, certes, beaucoup de monde a l'image du capitaine au long cours, qui est une belle image, mais de manière très prosaïque, la formation maritime, c'est aussi et peut-être surtout la pêche et les cultures marines qui sont encore très importantes en nombre d'emplois. On pourrait se dire, tiens, bon, ça a tendance à diminuer un peu, même si, comme je vous l'ai dit, il y a une certaine stagnation. Alors c'est quand même une évolution qu'il faut relativiser lorsque l'on compare, par exemple, les taux de chômage. En rouge, de la population générale, donc les taux de chômage national en France. Donc suivant les années, malheureusement, on est entre 7 et 10% de chômage. Je crois qu'on a passé la barre des 10% récemment. Et si l'on regarde le taux de chômage des marins du commerce, alors pour les marins à la pêche, on a une courbe qui est complètement similaire. Alors certes, on suit à peu près les mêmes évolutions, mais avec 5 à 6 points de chômage en moins. Donc pour dire que même si le nombre d'emplois, tant à la pêche qu'au commerce, a tendance à stagner, eh bien les populations de marins, les populations qui ont trait au maritime, sont quand même moins touchées par le chômage que d'autres. Pardon.
Deux petits schémas concernant les différents types de navigation. Au commerce, on a une séparation quasiment moitié-moitié entre navigation au long cours, c'est-à-dire à l'étranger sur toutes les mers du globe, et ce que l'on appelle le cabotage national et navigation côtière. Donc le cabotage national et navigation côtière, c'est aussi bien les ferries de la BAI, de la SNCM ou maintenant de MyFerryLink, que les navigations portuaires, les navigations liées aux travaux, dragage, etc. Et un deuxième camembert, si je puis dire, cette fois-ci qui s'intéresse un peu à la navigation à la pêche, où on s'aperçoit que conchiliculture, petite pêche, pêche côtière et pêche au large, qui sont quand même des pêches que je qualifierais de proximité, représentent quand même la très grande majorité des emplois, là aussi. Donc je voulais un peu, d'une certaine manière, remettre en place certaines images qui peuvent s'avérer erronées. Les emplois maritimes, certes, ça stagne, mais il y a de l'emploi. Et le chômage est moindre qu'ailleurs, ça c'est clair. Et le deuxième point, c'est que ces emplois sont souvent des emplois de proximité du territoire national. Alors, on a affaire à des métiers qui évoluent, et pour présenter un peu ces métiers qui évoluent, je vais vous passer, en espérant que ça marche, 3 petites vidéos. On va commencer par un chef mécanicien, et vous allez voir que le chef mécanicien d'aujourd'hui, si ça veut bien marcher, on croise les doigts, n'a plus, toujours le grand suspense de l'informatique, ça veut bien marcher, n'a plus grand chose à voir avec le chef mécanicien d'hier. Actuellement, je suis donc chef mécanicien sur le port Sainte-Marie et je gère toute la partie technique du navire. Donc non seulement toute la machine où on est actuellement, mais le navire dans son intégralité, que ce soit les appareils informatiques de la passerelle, les grues, ce qui est sur le pont, toute la partie technique du navire. J'aime bien être à bord. J'aime bien l'ambiance qu'il y a, les rapports avec les gens, le travail qui n'est jamais le même, tout ce qui peut arriver, il faut être réactif. Quand on choisit un métier, au fur et à mesure du temps, c'est le métier qui vous forme, qui vous fait devenir la personne que vous êtes. Et j'aime bien la façon dont ce métier agit sur moi et ce qu'il me fait devenir. Parfois, je me plains de manquer de muscles quand je me bats avec des vannes, des portes, des trucs comme ça. Mais sinon, quand ça va bien, c'est plutôt sympa. Et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que c'est grave et qu'il faut absolument le réparer, il faut trouver vite. Là, il y a le stress. Je voulais un métier qui sorte de l'ordinaire. Et je savais qu'il existait parce que mon père a été officier mécanicien. J'ai repris le flambeau. Parce que je viens de Chambéry, en Savoie, alors on ne sait pas tellement que ça existe, la marine marchande là-bas. Mon premier embarquement, je l'ai fait à 20 ans. Dans ma foi, ça fait 15 ans que je navigue, pour s'occuper de temps de congé et de mes études. J'ai testé un petit peu pas mal de compagnies pendant que je faisais mes études. Et finalement, c'est le long cours sur les porte-conteneurs qui m'a semblé le plus intéressant à faire. On part 2 mois, sur les lignes du Tour du Monde, c'était 3 mois. Et on a 2 mois de congé après. Je pense que le plus compliqué, c'est pour mon mari, qui se retrouve tout seul. Mais j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça, donc c'est un rythme de vie auquel je me suis bien habituée et ça fonctionne. Il faut être solide dans sa tête. Parce que la vie à bord demande une certaine force intérieure, savoir résister à pas mal de choses. Et je vois que ceux qui sont un peu fragiles de ce côté-là, ils craquent, ils retournent à terre. Ben, maintenant que je suis bien ici, j'espère rester un certain temps, mais un jour ou l'autre, je risque d'être vraiment en rêve. C'est TPLM terminé pour la machine, je remonte. Voilà, donc un premier témoignage si je puis dire. Maintenant, le chef mécanicien, c'est plus ce que c'était.
Parce que là, on a affaire à une jeune femme. Donc j'ai des anciennes élèves qui sont également dans ce cadre-là, chefs mécaniciens au long cours. Et c'est pour dire qu'actuellement, les emplois maritimes, ben, c'est de 10 à 15% de personnel féminin qui remplissent y compris des fonctions d'officier. Donc ça me semblait quand même intéressant pour bien faire voir un peu ce qui a pu évoluer. Alors je vais vous en proposer deux autres. Donc là, on avait affaire à une carrière d'officier qui avait suivi l'école de la marine marchande. Et on change complètement de domaine avec une autre formation maritime. Dans les 120 concessionnaires regroupés en 70 entreprises environ. Les zones dans la baie, si on mettait tous les bouchons les uns derrière les autres, on arriverait à peu près à 273 km. Une distance à peu près équivalente à Saint-Malo-La Rochelle. On fait partie des agriculteurs de la mer, hein, puisqu'on cultive, donc on peut nous nommer agriculteurs de la mer, mais bon, ça reste un des métiers les plus naturels, parce que, en fin de compte, par rapport à l'agriculture, ben, nous on n'a pas d'engrais, hein, donc ça reste un produit bio, en fin de compte, c'est la nature qui décide de donner à manger à nos moules. Par exemple, c'est vrai que la baie du Mont-Saint-Michel, c'est comme une immense prairie. Il y a un potentiel de nourriture qui reste le même d'année en année à peu près. Donc on est obligé de gérer le stock. Alors pour gérer le stock, eh bien, on a des quotas d'ensemencement. Donc on ensemence tant de pieux dans la baie. Et si par malheur on le dépensait, bon, ça peut aller à la catastrophe avec une maladie ou une mortalité. Donc il faut qu'il y ait une entente, il faut qu'il y ait une osmose entre tous les concessionnaires de façon à avoir une meilleure qualité possible. Bah, le plus difficile, c'est l'hiver, hein, quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il y a beaucoup de mer. On est obligé de travailler sous des conditions un petit peu extrêmes. C'est ce qu'il y a de moins agréable, mais bon, on le sait, donc on le fait, hein, il n'y a pas de mystère. Ça fait partie des mauvais moments, mais quand on voit des journées comme aujourd'hui, on se rappelle aussi des bons, quoi. Maintenant, les gamins, pour pouvoir être concessionnaire, il faut maintenant un bac professionnel. Avant, il y avait ce qu'on appelait le BEP aquacole, enfin conchilicole. Donc moi je l'ai passé dans les premiers, puisque la première session était en 74-76. Et donc si le bac professionnel avait existé à l'époque, j'aurais très certainement passé le bac professionnel pour avoir le plus de connaissances administratives, entre guillemets, en plus. C'est important de produire, mais c'est important de bien vendre aussi. Maintenant, on est de véritables chefs d'entreprise. On fait partie des PME, comme on dit. Il faut que les jeunes continuent. Et je pense que s'ils font attention à la gestion de la baie du Mont-Saint-Michel, eh bien, il y aura encore du travail pendant des générations, sans problème. Voilà donc une autre facette des emplois maritimes auxquels on ne pense pas forcément et que je trouve très intéressante parce que on voit bien, on commence à voir, on parle de bac professionnel, on commence à parler de gestion d'entreprise, de gestion de stock et des compétences qui sont assez éloignées de l'enseignement maritime traditionnel. Alors une dernière petite vidéo pour terminer un peu sur une note plus jeune, plus d'avenir concernant un matelot à la pêche et qui va à la fois parler de son métier, puis également de lui, ce qu'il attend de sa suite, de son cursus professionnel. Là pour l'instant je suis titulaire d'un BEP, donc qui s'est fait en 2 ans, et là je suis en première année de bac pro, donc je passe en deuxième à la rentrée. Et là je suis employé comme novice, donc je suis plus ou moins matelot, mais sans vraiment. J'apprends du métier, quoi, puis en espérant après avoir mon propre bateau. Qu'est-ce que vous faites comme travail exactement sur le bateau? Quasiment tout ce qui est glaçage du poisson, le tri, les manœuvres derrière pour mettre et puis gérer le chalut. Sinon tout ce qui est autour, l'embarquement de pêche, tout, sauf la baie. Quelles sont les compétences requises dans ce métier?
balades en mer, pas avoir peur surtout de la mer, de mauvais temps, de tout. Faut pas y mettre trop dormir. Enfin, c'est pas facile, mais on s'y fait. C'est le travail que j'aime bien, quoi, l'ensemble. Ouais, c'est la recherche, et puis traquer plus ou moins. C'est ça qui. Essayer de trouver toujours plus mieux que les autres. Qu'on voit tout, ce qui tombe, en bien, en mal. Si c'est pas bon, un peu déçu. Quand c'est bon, je suis content. Donc les brevets que je passe, que j'ai passé, en fait, ça nous donne un brevet capitaine 200, donc pour mon PP, capitaine 200 ou capacitaire. C'est donc pour la pêche ou pour le commerce. Et celui que je passe actuellement, c'est capitaine 500 ou patron de pêche. Donc je peux aller faire du commerce aussi, de la plaisance, peu importe, avec ces brevets-là. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Plutôt optimiste. Parce que si tout le monde fait attention, si on gère bien la ressource, si il fait un travail pour avoir des engins plus sélectifs, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il y aura encore du poisson à pêcher. Voilà, c'est le dernier petit témoignage que je vous inflige et qui là aussi me semblait intéressant parce qu'on s'aperçoit, je ne sais pas si vous avez noté en passerelle, les écrans d'ordinateur. Là aussi le métier a évolué. Les problématiques de gestion de la ressource qui n'existaient pas auparavant. Et donc ce jeune qui tient à évoluer également dans son métier puisqu'il dit actuellement je suis à la pêche mais plus tard je serai peut-être au commerce, à la plaisance. Donc des métiers qui évoluent très vite. Et malgré tout, de l'emploi, c'est à ça que doit répondre l'enseignement et la formation maritime. Alors qu'apprend-on dans les formations maritimes? Là, je vous ai pris un petit exemple du bac pro conduite et gestion de l'expédition maritime. Alors c'est intéressant déjà le terme, parce qu'on ne parle pas du bac pro de capitaine ceci ou de capitaine cela. On parle du bac pro, conduite et gestion de l'expédition maritime. Certes, on trouve encore la conduite du navire, la navigation, la manœuvre, la stabilité, surtout ce qui faisait les fonctions du capitaine que je qualifierais de historiques. On trouve toujours les matières traditionnelles et non moins importantes que sont le matelotage, le ramandage et l'entretien du navire. Mais on voit apparaître de plus en plus la gestion et le management de l'entreprise, le mytiliculteur l'a dit, produire c'est bien, mais il faut vendre. L'environnement professionnel, les relations commerciales et le tourisme, que l'on voit apparaître de plus en plus, toutes les problématiques liées au développement durable, la sécurité bien entendu, l'anglais que j'ai mis 3 fois, anglais maritime et anglais technique, parce que de plus en plus l'anglais devient une matière incontournable. La conduite de la pêche, traitement et valorisation des captures, tout ce qui est machine électrotechnique, système de commande, la gestion de la cargaison, et en plus de cela, il vous faut ajouter toutes les matières générales, c'est-à-dire maths, physique, français, etc. Donc une formation qui est à la fois très professionnelle, très diversifiée, avec des volumes horaires qui sont quand même très lourds, une formation très complète. Donc là, c'est pour l'exemple d'un bac pro, conduite et gestion de l'expédition maritime. Alors on va voir un peu ce que ça peut donner après le bac, comme type d'enseignement. Donc par exemple, l'exemple des matières qui composent le diplôme d'ingénieur de la marine marchande, c'est-à-dire pour ceux qui, à l'issue d'un bac, choisissent par exemple de suivre des études au sein de l'École nationale supérieure maritime. Eh bien, on va retrouver 7 champs de compétences, avec 5 champs que je qualifierais de traditionnels, sciences nautiques, exploitation du navire, sécurité, sûreté, propulsion auxiliaire, et 2 champs entre guillemets nouveaux, les fondamentaux, c'est-à-dire qu'on demande de plus en plus à nos capitaines et chefs mécaniciens illimités, à nos ingénieurs, d'avoir un bon niveau en maths, en physique, en droit. De plus en plus, le droit maritime prend une importance extraordinaire. L'un des principaux risques désormais pour un armateur, c'est de se prendre une amende, laquelle amende peut parfois aller au-delà de la valeur du navire. En anglais toujours, et puis également les méthodes et outils de l'ingénieur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour être chef mécanicien, pour être capitaine, il suffit d'avoir été formé. Oui, c'est vrai. Mais après le métier de marin, il y a derrière une autre carrière professionnelle, à terre. Et souvent, si je prends le cas d'un chef mécanicien, sa première reconversion, c'est dans son armement en tant qu'ingénieur d'armement. Et là, il a besoin des méthodes et outils de l'ingénieur.
Alors, on a un système de diplômes, de brevets, des prérogatives qui, parfois, vu de l'extérieur, peut apparaître un peu complexe. En fait, il y a un principe assez simple, c'est qu'un élève suit une formation, il obtient son examen, donc il obtient un diplôme. Avec ce diplôme, il va naviguer, et une fois qu'il aura navigué un certain temps, il aura le droit à un brevet et aux prérogatives qui vont avec. Par exemple, un élève passe son bac pro MM, il réussit son bac, c'est bon, il a son bac en poche, donc il a son diplôme. Mais lui, il faut 6 mois de navigation en plus à la machine, en tant que matelot, et bien pour pouvoir ensuite obtenir le brevet de mécanicien 750 kW, et donc être chef mécanicien sur des navires d'une puissance pouvant aller jusqu'à 750 kW. Donc on a systématiquement cette association entre des études en école et de la navigation à suivre, au cours de laquelle les élèves qui ont fait leurs études en école vont pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont appris et poursuivre leur formation à bord. Ça, c'est l'un des traits marquants de la formation maritime, c'est que la formation se fait aussi à bord. Une autre caractéristique de nos diplômes et brevets, c'est qu'ils ont une vocation internationale. Il y a une convention internationale qui régit la formation maritime. N'importe quel titulaire d'un brevet français, par exemple, de capitaine 500 UMS, eh bien ce brevet, en tant que brevet STCW, c'est le nom de la convention, sera valide dans n'importe quel autre État du globe qui aura ratifié la convention. Donc un navigant français peut désormais naviguer sur quasiment n'importe quel autre pavillon au monde. L'inverse est également vrai. Ça, c'est pour les brevets au commerce. Pour les brevets à la pêche, on a une convention similaire qui a été ratifiée et qui va bientôt entrer en vigueur. C'est-à-dire que là aussi, on a des brevets à vocation internationale. Alors, nos filières de formation, elles sont nombreuses. Et surtout, il y a énormément de passerelles. Souvenez-vous ce qu'a dit notre jeune pêcheur, matelot. Il disait, j'ai mon BEP, j'ai mon capitaine 200 et mon capacitaire, je peux faire la pêche, mais je peux aussi faire le commerce, et puis ensuite je vais avoir mon capitaine 500 et je pourrais peut-être aller à la plaisance. Alors c'est ça qui déroute parfois un peu, c'est qu'il existe de nombreuses passerelles entre les différents brevets et diplômes qui permettent une très grande mobilité professionnelle. Et c'est également ça qui participe au fait que le taux de chômage soit relativement bas dans les formations maritimes. C'est que lorsque l'on a un domaine qui va mal, par exemple, il y a une époque, la pêche allait relativement mal d'un point de vue des emplois, eh bien on a vu des pêcheurs se reconvertir au commerce. Et puis ces derniers temps, on voit que certains élèves au commerce ont du mal à trouver des embarquements. Et on a vu des élèves de l'ENSM qui traditionnellement allaient au commerce, embarqués à bord des tonniers seineurs en océan Indien. Donc ça, c'est l'un des premiers principes, une grande fluidité des parcours professionnels et une bonne adaptation à l'emploi. Un autre principe, c'est de permettre la promotion sociale et les évolutions de carrière, selon l'expression consacrée de mousse à capitaine. Donc ce qui veut dire que n'importe qui, normalement, peut toujours commencer en tant que mousse ou matelot et finir, un jour ou l'autre, sa carrière en tant que capitaine. Ça reste possible. Alors, pour tout ce qui est descriptif détaillé des filières de formation, je vous renvoie sur un site, donc qui est le site formation-maritime.fr. Vous aurez l'adresse qui va réapparaître à la fin du diaporama pour ceux qui veulent prendre une note. Et là-dessus, vous avez absolument tous les cursus possibles. S'il y a des questions particulières à telle ou telle filière de formation, eh bien on pourra y répondre lors des questions après la présentation. Oups, non. Alors, quels sont les établissements de formation ? Il y a essentiellement 3 types d'établissements de formation maritime. L'École nationale supérieure maritime, répartie sur 4 sites, on va en reparler. Les lycées professionnels maritimes et les écoles et centres de formation agréés par l'État. Donc les écoles et centres de formation agréés par l'État, eh bien c'est tous les centres de formation, publics ou privés, qui effectuent des formations maritimes, et là on trouve une très grande diversité. On pourrait noter en particulier dans la région le centre François Toulec, dont je salue ici l'un des représentants, qui effectue donc, qui est agréé par l'État, qui est public et qui effectue un grand nombre de formations maritimes. Donc on s'aperçoit qu'il y a quand même un bon nombre d'établissements de formation.
En ce qui concerne l'École nationale supérieure maritime, elle est liée de la fusion des 4 anciennes écoles de la marine marchande, les hydro-historiques. Et donc on a toujours 4 sites qui sont situés à Saint-Malo, Nantes, Marseille et Le Havre. Elle prépare en fonction illimitée, en puissance et en tonnage, donc capitaine, chef mécanicien, chef de quart, pont et machine. Et elle délivre désormais un titre d'ingénieur de la marine marchande après 5 années d'études. Donc les premiers ingénieurs diplômés devraient sortir normalement en 2016. Et puis je vais maintenant passer la parole à Luc Percelet pour la suite. D'accord. Très bien, merci. Donc, on a parlé effectivement de l'ensemble du dispositif. Moi, je vais concentrer mon propos sur les lycées, ce qu'ils sont devenus, en retraçant un peu l'histoire, puisque c'est une histoire assez ancienne et qui a traversé des différentes étapes en fait, cruciales dans cette évolution et dans ce qu'est devenu aujourd'hui l'enseignement maritime, secondaire particulièrement. Alors, je démarre en 1941 parce qu'avant, évidemment, il existait déjà des écoles de pêche. Si vous allez sur l'île de Groix, tout près d'ici, vous verrez affiché sur le fronton de l'ancienne école qui existe toujours, c'est 1901, me semble-t-il, ou 1898, enfin c'est le début du XXe siècle. Mais la structuration véritable de l'enseignement maritime a démarré en 1941, donc sous l'égide d'une association qui s'appelait l'AJAM à l'époque, et qui en fait structurait l'enseignement maritime, association donc, qui employait les personnels de droit privé dans des établissements qui eux-mêmes étaient également de droit privé. Et il y avait également l'École nationale de la marine marchande qui, en son sein, disposait de collèges d'enseignement technique qui complétaient le dispositif. Et puis il y avait aussi quelques écoles privées, mais ce dispositif était tout à fait particulier et en fait sous-traité à une association. Et pendant ces longues années, pendant une cinquantaine d'années, c'est cette association qui a fonctionné. Et ce n'est qu'en 1992, donc étape clé, que ces écoles maritimes, telles qu'elles se dénommaient à l'époque, ont été transférées aux régions. Pour mémoire, les lycées ont été transférés, enfin les autres lycées ont été transférés aux régions en 1986. Donc ce transfert aux régions a eu lieu plus tardivement, mais ce qui est tout à fait particulier, c'est que le transfert des personnels lui-même, c'est-à-dire les enseignants, les personnels concourant à la vie scolaire, ont été transférés elles-mêmes à l'État en 2001 seulement, vous voyez, donc c'est une histoire relativement récente. Et en 2005 encore, il y avait des collèges d'enseignement technique maritime annexés au NMM aux écoles supérieures finalement de l'enseignement maritime qui faisaient encore des formations donc de niveau en fait secondaire. Donc c'est un dispositif qui a évolué. Lentement, on le voit, 50 années pour que les établissements passent aux régions, et ensuite plus rapidement, à partir des années 90. Alors c'est celui-ci. Alors, ça c'est le dispositif qui existait avant en termes de formation. Alors vous voyez, il y avait déjà une relative richesse du dispositif. Dans les années 50, on avait ce qu'on appelle le CAM commerce et le CAM pêche, qui sont en fait des certificats d'apprentissage maritime. Alors c'était des formations tout à fait particulières, puisqu'elles ne duraient qu'un an, vous voyez. Elles avaient pour vocation en fait de former en 36 semaines des marins pour la pêche ou pour le commerce. C'était leur objectif. Ça représentait en 1950 et jusqu'en 1992 des 1300 élèves de l'ensemble du dispositif qui était scolarisé dans les lycées, dans les écoles à l'époque. Et donc ça veut dire que c'était l'essentiel de la formation maritime qui était constitué de ces certificats d'apprentissage maritime, formation dispensée en un an. Donc c'est tout à fait un dispositif particulier qui a perduré jusqu'en 1992. Par contre, dès 1968, et ça c'était une étape cruciale, le dispositif, enfin les personnes qui s'occupaient d'enseignement maritime ont pris conscience qu'il était nécessaire
d'avoir des titres agréés d'éducation nationale. Et c'est pourquoi on a créé des CAP qui étaient des formations que l'éducation nationale organisait déjà et qui étaient reconnues dans le monde de l'éducation générale, de l'éducation nationale en général. Et donc, ces premières créations ont permis d'avoir des jeunes qui sortaient avec des qualifications reconnues parfaitement par la grande maison, comme on l'appelle de manière plus vulgaire, si on peut dire. Et donc, le début de la mutation de l'enseignement maritime a été réalisé par ces premières formations techniques d'électricien de bord et de mécanicien de bord. Deuxième révolution également, c'est, on en a parlé d'ailleurs, je crois que c'est le professionnel de mytiliculteur qui en parlait, voilà, il a passé son premier BEP maritime conquilicole, et c'était cette formation en 1974 qui a commencé à révolutionner le dispositif de formation maritime. C'était le premier BEP présenté par ce système. C'est effectivement un titre également agréé éducation nationale, donc ensuite on pouvait se faire reconnaître, alors qu'avec les CAM, formation en 1 an, on n'avait pas de reconnaissance, hormis dans notre petit cercle maritime. Donc ces formations, petit à petit, des formations de CAP et de BEP se sont créées durant ces années, qui donc étaient des années réalisées sous l'égide de la GEMAR, enfin, qui était l'association en question. Voilà, en 87, dernier titre produit sous ce dispositif, et on est passé ensuite à un dispositif de transition qui a généralisé en fait la création des BEP, et c'est là qu'on a commencé en 92 à créer les BEP dans le champ de la marine, enfin de la pêche en quelque sorte, et de la machine marine. Premier bac pro aussi, donc, et là c'est un point tout à fait essentiel. Premier bac pro pour le secteur des cultures marines en 93. Création du CAP maritime de matelot, création du BEP maritime de marin du commerce pour remplacer les CAP qui existaient préalablement. Donc on a, à partir de là, également en 92, arrêté complètement les formations en 1 an. Mais ce n'est qu'en 92 qu'on a arrêté ces formations. Actuellement, on a créé en 2005, on a complété le dispositif de bac pro qui existait uniquement pour le secteur des cultures marines, mais 10 ans après. Donc effectivement, en 2005, on a créé le bac pro électromécanicien marine, puis le bac pro conduite et gestion des entreprises maritimes, et j'ai mis une date volontairement fictive de 2016. On va tendre maintenant vers des formations de BTS maritime, et donc on va compléter notre dispositif de manière quasi générale pour l'ensemble des formations qui auront lieu dans les lycées maritimes. Alors par contre, ce qu'on a conservé tout au long de ces nombreuses années, de ces 60 à 70 années, c'est la promotion sociale du mousseau capitaine. Ça, c'est une règle générale qui est restée, quelle que soit l'évolution du dispositif de formation et des titres délivrés. On a également tendu à adosser progressivement les titres de formation professionnelle sur ceux de l'éducation nationale pour permettre à tout jeune qui vient chez nous de trouver des équivalences ailleurs ou de poursuivre des études. Et ça a été initié timidement, puis généralisé véritablement en 1992 pour tous les diplômés sortant des lycées maritimes. Et donc ça, c'était quelque part une révolution en 87 pour la création des titres, mais en 92 surtout pour la généralisation du dispositif. Et on poursuit avec donc un dispositif intégré avec des BTS, on l'a vu tout à l'heure, mais également des licences pro, des masters et des doctorats. Donc on va aller sur ce schéma. Les titres maritimes vont tendre vers ce qui existe aujourd'hui dans les autres secteurs. Parallèlement, par contre, on conserve notre double qualification maritime. On a parlé de diplôme et de brevet maritime. Vous avez un bac pro, mais vous avez aussi un brevet maritime. Donc cette double qualification délivrée
par le ministère de l'écologie, en fait, partie affaires maritimes, est une spécificité aussi de notre enseignement. C'est-à-dire que vous avez un CAP, vous avez un BEP, vous avez un bac pro, mais vous aurez à côté un titre, un permis de conduire les navires en quelque sorte, ou un permis de conduire les machines, ou un permis pour vous installer comme conchiliculteur par exemple. Point également particulier chez nous, les enseignants des matières professionnelles sont d'anciens professionnels. Alors j'ai mis pour l'instant, c'est vrai que le dispositif d'adhésion à l'éducation nationale a aussi des défauts. C'est qu'on adhère aussi à des dispositifs d'intégration sur concours, ce qui est bien, puisque nos enseignants aujourd'hui passent les concours comme n'importe quel enseignant. Mais du coup, on a aussi parfois des difficultés à recruter des qualifications particulières. Donc on a pour l'instant une tendance à avoir des professionnels, et c'est vrai que pour nos jeunes ça a du sens, et pour notre enseignement aussi. Mais ce n'est pas toujours facile de maintenir ces qualifications et ces compétences au sein du réseau. Alors, voilà ce qui existe aujourd'hui. Alors ça, c'est le dispositif général, mais c'est aussi le dispositif qui existe sur le lycée maritime d'Etel, puisqu'on a l'ensemble des qualifications secondaires, en tous les cas, qui sont faites chez nous. Alors, on a donc trois bacs pro, hein, on en a parlé déjà un peu. Alors les bacs pro, ce sont des formations en 3 ans, comme celle de l'éducation nationale, hein, qui viennent d'être réformées là, il y a 3 ans de ça, oui, à peu près. Et donc là, on a des formations qui prennent des élèves issus de la 3e des collèges et qui leur font poursuivre en 3 ans un bac pro, alors de la spécialité culture marine, de la spécialité conduite et gestion des entreprises maritimes et de la spécialité électromécanicien marin, avec en haut les équivalences de brevets maritimes qui sont délivrés conjointement et qui seront délivrés après expérience, après navigation, expérience embarquée, hein, à ces jeunes qui seront rentrés dans le métier. On a également, j'en parle aussi, puisque c'est également présent sur Etel, 2 CAP, dont la vocation est de former véritablement des personnels d'exécution. Hein, c'est leur rôle de former vraiment les matelots dont la vocation principale sera de rester matelot, même s'il y a toujours des possibilités d'évoluer par la formation initiale, mais aussi par la formation continue. Mais leur principale vocation, c'est d'être embarqués comme matelots, notamment à la pêche, pour le CAP de matelot. Hein, c'est pour aller sur les équipages nombreux, normalement, des navires de pêche chalutière ou de grande pêche. Et puis on a un CAP de conchiliculture qui vise à former les ouvriers des entreprises conchilicoles, tout simplement. Donc voilà pour ce dispositif. Et puis ici, on peut dire quand même un mot peut-être sur le fait qu'à l'issue des bacs pro, puisque ce sont des titres reconnus par l'éducation nationale, vous avez la possibilité d'intégrer l'université, d'intégrer des BTS qui ne sont pas des BTS maritimes, qui peuvent être des BTS tout à fait autres. Hein. Il y a un jeune qui a fait un bac pro chez nous en conduite et gestion des entreprises maritimes. Il va intégrer un BTS qui va lui permettre d'aller dans le fluvial, parce que c'est une vocation qu'il avait. Donc il est passé par le maritime pour aller dans le fluvial, et c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, nos titres permettent ces équivalences sans difficulté. Voilà. Non, celle-ci. Ouais, voilà. Alors, simplement, une cartographie de ces écoles. Alors, vous voyez, elles sont quand même foncièrement sur le Grand Ouest. Elles sont réparties de Boulogne à Bastia, mais on comptera en Bretagne 4 lycées maritimes, un par département. Vous en avez un dans le Finistère, un dans les Côtes-d'Armor, un en Ille-et-Vilaine, et puis celui d'Etel dans le Morbihan. Les autres... alors, ce qu'on peut dire, c'est que ce sont aussi de petits établissements. Bon, ça présente un intérêt aussi de ce point de vue. C'est une organisation un peu familiale malgré tout, même si on a adhéré au dispositif éducation nationale, on est encore bien loin de leur manière de procéder, notamment en vie scolaire. On a des gros internats, donc on a
Sur Etel, par exemple, l'internat, c'est 110 élèves sur 178. C'est une part non négligeable. Donc il y a une vie scolaire au-delà de la vie, au-delà des cours, si vous voulez. Donc l'animation et le vivre ensemble a aussi du sens dans ces établissements qu'on pourrait difficilement retrouver dans des gros lycées où vous avez 500 élèves ou plus. Hein, vous voyez, les établissements comptent entre 95 et 271, mais 271 c'est vraiment l'exception. On est plus autour de 100, 150 élèves, je crois que c'est la moyenne dans nos établissements. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà. Après, je pense qu'on repart sur les réformes en cours et donc les évolutions encore à venir. Voilà, donc on a vu des choses qui évoluaient, en fait une évolution permanente. Alors des réformes, on en a encore actuellement en cours. Donc on en a déjà un peu parlé, on a la délivrance d'un titre d'ingénieur par l'École nationale supérieure maritime, je n'y reviendrai pas. On a probablement plus important qui est le développement d'activités de recherche par l'École nationale supérieure maritime. Alors là, j'en touchais un mot très, très rapidement, mais on va venir m'écouter, M. Larieux, pour la recherche, il y a Ifremer. Ils font ça très bien. Effectivement, Ifremer fait de la recherche. Mais pour un établissement d'enseignement supérieur, si on ne fait pas de recherche, qu'est-ce que l'on fait? Lorsqu'un nouvel enseignant arrive, il reprend les cours de son prédécesseur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des cours qui sont enseignés aux élèves, mais qui enseignent aux élèves la marine d'il y a 20 ans. Et ça, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Donc le développement de la recherche maritime au sein de l'École nationale supérieure maritime, c'est pour que les écoles nationales supérieures maritimes ne soient plus un endroit où on se contente de transmettre des connaissances traditionnelles, mais que ça devienne un endroit où on crée les connaissances maritimes dont l'économie maritime a besoin. L'ouverture vers le domaine paramaritime, je vais vous prendre quelques exemples très simples. Dans les temps anciens, le capitaine, selon l'expression consacrée, était seul maître à bord après Dieu. Il n'y avait pas de liaison radio ou peu, et en particulier, c'était à lui que revenaient les relations commerciales avec les agents dans les différents ports. Maintenant, toute cette partie-là, c'est terminé. Le capitaine ne touche plus aux opérations commerciales. C'est l'armement qui gère. Il fut un temps où le plan de chargement à bord des navires était fait par le commandant en second. C'était d'ailleurs son rôle principal lors des escales. Et maintenant, lorsqu'on a un porte-conteneurs avec 11, 13, 15, bientôt 18 000 containers, il est clair que ce n'est plus le commandant en second qui fait le plan de chargement. Le plan de chargement, il est fait à terre par le ship planner à l'aide d'un logiciel. Donc on s'aperçoit que de plus en plus des fonctions qui historiquement étaient réalisées à bord, eh bien se sont déplacées à terre. Et donc la question que l'on peut se poser, qui forme désormais les gens qui effectuent les relations commerciales de l'armateur à bord? Qui forme les gens qui effectuent les opérations portuaires? Qui forme les gens qui effectuent les plans de chargement, etc. Et donc là, il y a un nouveau champ dans lequel les formations maritimes doivent également s'investir, parce que personne d'autre jusqu'à présent ne s'y investit de manière satisfaisante. L'accroissement des embarquements sous pavillon étranger. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on est dans une situation où actuellement, du fait de l'internationalisation des brevets, les navigants étrangers peuvent venir naviguer sous pavillon français. Et ils ne se privent pas. Si vous prenez le long cours, au long cours, les équipages et la machine sont croates. Le service général est philippin. La passerelle, avec un peu de chance, on aura des Grecs. Et seuls quelques officiers restent français. Et au bout d'un certain temps, on s'est aperçu qu'on avait de moins en moins de postes de lieutenants, on avait de moins en moins de postes à bord des navires pour pouvoir faire naviguer nos navigants en tant qu'élèves, et qu'il n'y avait pas de raison que nos navigants ne puissent pas eux aussi trouver des postes à l'étranger. Donc ça, c'est une révolution qui commence, je pense, mais de plus en plus, on va inciter nos élèves, nos navigants, pourquoi pas, lorsqu'ils en ont les compétences, lorsqu'ils trouvent des embarquements à leur plaire, à y naviguer sous pavillon étranger, ce qui va entraîner forcément un grand nombre de modifications au niveau des régimes sociaux en particulier. Alors ensuite, on a des réformes annoncées,
sur les réformes annoncées qui n'ont pas encore commencé, mais sur lesquelles on a déjà bien travaillé. La mise en place des BTS dont Luc Percelet parlait, on est tous d'accord sur une chose, il faut des BTS, parce qu'actuellement les familles qui envoient leurs élèves en lycée eh bien, veulent avoir des perspectives de pouvoir continuer dans le supérieur sans forcément aller en école d'ingénieur, donc il nous faut des BTS. Le constat est partagé. Les grandes discussions qui ont lieu actuellement, c'est qu'est-ce qu'on met dans les BTS maritimes, de telle manière à ce que les élèves qui auront ces futurs BTS puissent trouver aussi des emplois. La refonte de la filière B ou de la formation continue. Donc on a également des travaux en cours qui visent à simplifier, parce qu'on l'a vu, ils vont avoir des passerelles qui permettent aux marins de venir faire tantôt de la plaisance, tantôt de la pêche, etc. C'est bien beau, mais ça nous donne à la fin un fouillis de diplômes et de brevets où on a du mal à s'y retrouver. Donc l'une des premières pistes que l'on a, par exemple, parce qu'elle est relativement simple à mettre en œuvre, c'est que désormais à l'avenir, un titulaire d'un brevet à la machine eh bien, puisse embarquer indifféremment à la plaisance, à la pêche et au commerce. Je me souviens d'un temps encore très récent où certains administratifs nous expliquaient qu'un kilowatt à la pêche, ça n'avait pas la même valeur qu'un kilowatt au commerce. Alors que pour l'ancien mécanicien que je suis, un kilowatt, c'est un kilowatt, point barre. Donc ça, on va y arriver, et de plus en plus, on va aller dans ce sens. On aura également la refonte des filières de formation pêche du fait de la mise en application de la convention STCWF. Donc là aussi, il y a de grandes discussions en cours avec le Comité national des pêches en particulier, puis les comités régionaux. Bon, je ne pense pas qu'on aura de grands bouleversements à attendre, plutôt une mise en conformité à la marge. Et puis on a les perspectives futures. Les perspectives futures, c'est dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Comme l'a dit Luc Percelet, nous allons très probablement continuer à adosser les titres maritimes au titre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Actuellement, on prépare le BTS. Une fois que l'on aura lancé les premières promotions de BTS, eh bien oui, on parlera des licences professionnelles. Une fois qu'on aura fait les licences professionnelles, très probablement, on parlera des masters professionnels. Donc on va continuer cette tendance qui est une tendance lourde. On est également en train de réfléchir à de nouvelles formations pour faire face à des évolutions techniques et réglementaires. Là, actuellement, ces derniers temps, j'ai travaillé sur un référentiel de formation pour les mécaniciens qui embarqueront à bord des navires propulsés au gaz naturel liquéfié. C'est-à-dire qu'on a des projets très concrets de navires qui demain seront propulsés au gaz naturel liquéfié. C'est une installation particulière, pour ça il va falloir de nouvelles formations, on y travaille. Le facteur humain dans l'analyse des accidents a pris une place de plus en plus importante. Là aussi, de nouveaux référentiels vont voir le jour. Le droit maritime, que j'aurais pu également mentionner. Je prends souvent cet exemple, c'est qu'au XVIIIe siècle, un capitaine de navire qui était capable de déterminer sa position, qui était capable de calculer sa longitude, détenait les plus hautes connaissances scientifiques de son époque. De nos jours, n'importe quel quidam, pour ne pas dire pire, avec un GPS, pour peu qu'il ait une carte électronique, c'est où il est. En revanche, il y a quelque chose qui n'existait pas au XVIIIe siècle. C'était le règlement international pour prévenir les abordages en mer. Et de nos jours, il a pris une importance considérable. Donc on a une évolution de compétences qui à l'origine étaient techniques et scientifiques vers des évolutions juridiques. Et le droit maritime prend une importance de plus en plus grande, entre autres à cause des nouvelles activités que l'on constate en mer. Donc j'ai mis ça, exploitation des ressources océaniques au sens large. Lorsque l'on décide par exemple de poser une éolienne quelque part, eh ben, on va avoir des pêcheurs qui vont dire « mais écoutez, là vous êtes gentil, mais là moi ensuite je ne peux plus passer mon chalut. Donc je subis une perte, il faut me dédommager. » Et d'un autre côté on va dire « oui mais c'est la haute mer, elle est libre. » Bah, elle est libre, oui, mais une fois que l'éolienne elle est en place, on ne peut plus y aller, donc elle est plus libre. Donc on a des conflits d'usage nouveaux qui apparaissent. On a une véritable territorialisation de la mer qui est en train de se faire jour. Et donc là aussi, il va falloir que l'on développe de nouvelles formations liées à ces nouvelles techniques. Donc des formations qui soient à la fois techniques et juridiques. Donc voilà, j'espère, je regarde, je crois qu'on est à peu près dans les temps. Alors pour approfondir le sujet, je peux vous proposer quelques sites. Donc le principal, il est tout simple, c'est www.formation-maritime.fr où vous retrouverez
la plupart des illustrations et bien d'autres encore, ainsi que les vidéos et d'autres encore qu'on a pu vous projeter, qui est le site de référence pour tout ce qui est formation maritime. Alors, juste un bémol, si ce soir vous vous précipitez sur votre ordinateur et que ça ne marche pas, c'est normal, il y a actuellement un dérangement depuis 2 semaines, il a subi une attaque avec des virus, mais j'ai eu la confirmation qu'on allait le remettre en état dans ces prochaines semaines. Le site du lycée professionnel maritime d'Etel, et puis je pense qu'au-delà du site, on peut même inviter les gens à se déplacer. Il y a des journées portes ouvertes. Par ailleurs, oui. Enfin, cette année, elle a eu lieu, parce que la porte ouverte est en mars, mais l'année prochaine, nous en aurons une autre également en mars. Mais le site du lycée est très bien fait, vous retrouvez l'essentiel des informations que vous... Et vous trouverez aussi des sites amis qui donnent des informations générales sur l'enseignement maritime. Et puis par ailleurs, même s'il n'y a pas de porte ouverte, vous pouvez aussi vous rendre au lycée. Les portes sont ouvertes en permanence, je veux dire. On reçoit les gens en permanence au lycée, c'est pas un souci. Alors enfin, 2 sites plus techniques. Le site de l'unité des concours examens maritimes, pour tous ceux qui veulent les annales d'examen, qui veulent connaître le détail des référentiels, qu'est-ce que l'on enseigne. Eh bien, vous trouverez tout ça sur le site de l'UCEM. Et vraiment, pour ceux qui veulent devenir un expert en administration de l'enseignement maritime, vous trouverez sur le site développement-dura.gouv.fr un chapitre formation professionnelle maritime, où là, vous aurez droit à tous les décrets, arrêtés, textes de loi et compagnie. Mais ça, c'est vraiment pour le niveau expert. Voilà. Écoutez, nous vous remercions de votre attention, puis on sera très heureux de répondre à vos questions s'il y en a.